Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Fernandez, actuel et premier chef de service de gynéco-obstétrique à la maternité du Kremlin-Bicêtre, membre du CNGOF, vice-président de la SCGP. Il est également le rédacteur en chef du journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction et de l'EMC pour gynécologie et techniques chirurgicales. Avec Océane, il discute des grossesses extra-utérines. Bonjour professeur Fernandez, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast du micro des gynécos. Aujourd'hui, on voulait aborder le sujet, la situation fréquente de la grossesse extra-utérine et commencer par discuter peut-être des indications opératoires. Comment trier aux urgences une patiente qui peut être surveillée, qui doit être traitée médicalement, versus surtout celles qui doivent être opérées. Il y a maintenant 30 ans, un peu plus, j'ai publié un score qui porte mon nom sur des paramètres qu'il faut enregistrer pour savoir quelle est la place ou l'indication respective du traitement médical et du traitement chirurgical. Il y a 30 ans, tout le monde était opéré, quasiment. Et 30 ans après, on est à peu près à 50% de traitement médical et 50% de traitement chirurgical. C'est une belle avancée, du coup, déjà. D'une certaine façon, oui. Les premiers traitements médicaux avaient été, je le rappelle, publiés et décrits au Japon en 1982 avec l'utilisation du méthotrexate, en sachant que les Asiatiques avaient l'habitude du méthotrexate compte tenu de la fréquence augmentée des maladies trophoblastiques, et donc ils connaissaient très bien le maniement et l'efficacité du méthotrexate sur le trophoblaste. Globalement, si on veut résumer, celles qui répondent d'un traitement médical, c'est les GU qu'on dirait peu actives. Alors que les GU actives, où la patiente va se présenter avec des douleurs, avec à l'échographie un hémopéritoine consistant, avec une masse qui est de l'ordre de 3 ou 4 cm, là, bien sûr, c'est plutôt des indications, dans ce dernier cas, de traitement chirurgical. Mais globalement, le traitement, le score que j'avais fait, pour faire la part d'une GU active, d'une GU peu active, utilisait par exemple le dosage de la progestérone. La progestérone n'a aucun intérêt pour faire le diagnostic de la localisation de la grossesse. Mais la progestérone a comme intérêt de faire le diagnostic d'une grossesse dite active. Et lorsque vous avez une progestérone supérieure à 10, c'est une grossesse active. De la même manière, le taux d'HCG, lorsque celui-ci est supérieur à 5000, on est souvent dans des GU actives. Et puis ensuite, les autres paramètres, c'est est-ce qu'il existe des douleurs ou pas de douleurs. Est-ce que le terme est précoce quand la GU est diagnostiquée précocement? C'est souvent, il y a des GU actives. Donc, tout ça sont des éléments qui vont être intermédiaires. Et puis, de plus en plus, on est quand même situé, et ça, c'est la chance des pays dans lesquels nous sommes, c'est que la majorité des grossesses sont désirées. C'est-à-dire qu'on est amené à faire le diagnostic des grossesses extra-utérines relativement tôt, parce que globalement, le signe qui est présent dans 99% des GU, c'est un saignement. Eh bien, lorsqu'une femme saigne sur une grossesse désirée, qu'on soit à 5, 6 ou 7 semaines, d'emblée, la patiente va consulter. Ce qui veut donc dire qu'on est relativement tôt dans l'histoire de cette prise en charge. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus confronté dans une situation où l'on peut peut-être proposer les deux alternatives. Et là, l'élément nouveau que on essaye d'introduire, c'est de dire qu'il faut écouter la patiente, c'est-à-dire qu'il faut lui proposer les deux types de traitements, et ça s'appelle le principe de la décision partagée, de manière à ce qu'une patiente qui se détermine pour un traitement médical, ça veut dire qu'elle va accepter une surveillance pendant 3 semaines, 1 mois, qui est le temps de la régression habituelle, ou des patientes qui ne vont pas accepter pour des raisons personnelles ce suivi, et à ce moment-là, il vaudra mieux les opérer. Donc voilà en gros comment ça se fait. Alors comment on traite médicalement? Eh bien, classiquement, on fait une injection intramusculaire de méthotrexate. Il y a 2 façons de faire ce dosage. Soit on fait 1 mg/kg, ou soit on fait par rapport à l'indice corporel.
En France, on va plutôt utiliser 1 milligramme par kilo parce que c'est plus simple. En général, une injection suffit. On fait un contrôle d'HCG à 7 jours et si la baisse de l'HCG n'est pas suffisante à 7 jours, on peut discuter de faire une deuxième injection. À ce jour, on n'a jamais démontré que 2 injections sont meilleures qu'une injection. Mais à contrario, on n'a jamais démontré qu'il valait mieux faire une que 2, parce qu'il n'y a jamais eu d'essai thérapeutique fait 1 contre 2. Dommage. Bon. Deuxième circonstance, le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, je me bats à longueur de temps pour considérer que lorsqu'on opère une patiente, il faut essayer de faire un traitement conservateur quand on peut et ne pas à tout prix faire des salpingectomies parce que le traitement conservateur est parfaitement efficace. C'est vrai qu'on nous disait, parfois on dit que si la GU est survenue, c'est peut-être que la trompe est abîmée et puis que ça expose la patiente à un risque de récidive de grossesse extra-utérine. Vous en pensez quoi? Le risque de récidive, alors ça, on a publié une large étude qui était des essais thérapeutiques, c'était les études Demeter, et que l'on traite médicalement, en traitement conservateur ou en traitement radical, le risque de récidive, c'est 10%. Il est le même. Il est le même. Or, quand on récidive chez quelqu'un qui a un traitement conservateur, c'est pas la même chose que lorsqu'on récidive chez quelqu'un qui en a déjà retiré une trompe et qui reste une trompe. Donc, voilà pourquoi on essaye de se battre pour essayer de convaincre que c'est mieux de conserver des trompes. Mais ça veut dire qu'il faut apprendre la technique du traitement conservateur. Et ça, malheureusement, c'est pas suffisamment appris parce que c'est souvent banalisé. Or, il y a des petits coups à prendre. Par exemple, quand on fait un traitement conservateur, quand on fait la salpingotomie, c'est-à-dire l'ouverture de la trompe, il faut toujours faire la salpingotomie proximale, c'est-à-dire vers la corne utérine, parce que le pôle d'implantation de la grossesse est vers la corne. Si on fait à l'endroit où c'est le plus distendu, on risque de laisser le pôle d'implantation. Ça, c'est une première technique. Deuxième chose, parce que ça, ce qu'on constate très souvent, c'est qu'une fois que l'on a ouvert la trompe, je vous rappelle qu'on met l'aspirateur, on aspire la trompe, et puis souvent, ce lit de la grossesse tubaire saigne. Pas d'urgence. On met une pince sur l'ouverture, on met plein de sérum chaud, et on sait attendre 10 à 15 minutes, et dans la quasi-totalité des cas, le saignement va s'arrêter. Alors que si on regarde saigner en faisant rien de tout ça, eh bien, ça amène à faire des salpingectomies en disant « Oh, ça saigne, je m'en kikine pas, je retire la trompe ». On a le temps, même si ce sont souvent en garde, parce que ce sont souvent des urgences, eh bien, il faut savoir prendre le temps. C'est pas long, 10 minutes, un quart d'heure, de faire tremper une trompe dans de l'eau chaude. Et ça marche bien. Donc ça, c'est pour le traitement des grossesses extra-utérines. Qu'est-ce que vous pensez du milking en traitement conservateur? Il y a des gens qui compriment la trompe un petit peu pour essayer de la vider. Ça, c'est très mauvais dans le sens qu'on augmente le risque de rétention trophoblastique. Parce que le risque de rétention trophoblastique, quand on fait un traitement conservateur, il est de l'ordre de 6 à 8%. La compression de la trompe ou de milking, peu importe, c'est 15% de rétention. Donc, il faut être très vigilant. Et nous, ce qu'on a montré dans l'étude Demeter, c'est que lorsqu'on fait un traitement conservateur, eh bien, on va systématiquement, le soir même ou le lendemain, faire une injection de métaux IM à 1 mg kilo. Et le fait de faire ça fait qu'on n'a plus aucune récidive de trophoblastes persistants. C'est-à-dire qu'on va surveiller de principe, mais on ne va jamais faire de méthotrexate en rescue ou de prendre le risque de voir arriver une patiente avec une hémorragie secondaire parce qu'il y a du trophoblaste qui est resté et qu'on n'a pas fait le diagnostic de cette rétention trophoblastique. Parce que quand on fait un traitement conservateur, il faut surveiller le retour à l'HCG à la normale, c'est-à-dire inférieur à 10, jusqu'au retour à la normale, qui parfois prend 4 semaines, comme je vous le disais tout à l'heure, exceptionnellement plus quand on est sur des HCG initiaux qui sont à 10 ou 15 000. Donc, voilà. Alors, par contre, quand on a une grossesse ectopique avec un embryon, parce que ça peut tout à fait arriver, là, c'est vrai que la tendance est plutôt de ne pas faire de traitement médical d'abord, et de faire plutôt une salpingectomie. Alors là, ce que je viens de vous dire, c'est vrai pour les grossesses tubaires. Et puis, il existe plein de grossesses extratubaires, qui sont des grossesses dans la corne de l'utérus, qu'on appelle les grossesses interstitielles, et contrairement à ce que les gens croient, c'est pas ce qu'on appelle les grossesses cornuales. Les grossesses cornuales, c'est sur des malformations utérines
où il y a une corne utérine indépendante de l'utérus, donc c'est pas la même chose, mais donc pour les grossesses interstitielles, pour les grossesses dans les cicatrices de césarienne, pour les grossesses cervicales, pour les grossesses ovariennes, là, c'est typiquement l'indication du traitement médical exclusif que l'on fait soit avec une ponction directe sous contrôle écho, ou soit au décours d'une célioscopie, parce que parfois c'est une surprise lors de cette célioscopie, on va trouver une grossesse interstitielle, eh bien on va aller ponctionner la grossesse interstitielle avec du métaux. Et là, dans ces cas-là, dans toutes ces grossesses extratubaires qu'on traite médicalement, les patientes auront 2 injections séparées par 48 heures d'intervalle. Et si le taux de progestérone est supérieur à 10, on va proposer en adjonction un traitement par de la mifepristone, donc cette SPRM, donc qui est utilisée dans l'IVG standard et qui va complètement bloquer les sécrétions de progestérone et qui est un élément additif très efficace pour majorer les chances de succès de ce traitement médical qui sont pour ces grossesses non tubaires vraies dans 95 à 100% des cas. Et vous pensez quoi de l'injection de méthotrexate in situ? Alors moi, je suis très pour. Puisque initialement, il y a 30 ans, un peu plus, c'est ce qu'on faisait. Là, simplement, actuellement, en routine, beaucoup de gens ont du mal à le faire, même si on le fait systématiquement pour les grossesses non tubaires, où là, on va systématiquement ponctionner sous écho. Mais je n'exclus pas, mais je n'ai jamais réussi à monter l'essai thérapeutique, de comparer in situ versus intramusculaire. Mais sur mon expérience de l'époque, d'il y a plus de 30 ans, eh bien, ça marchait mieux en in situ qu'en intramusculaire. Et j'ai jamais réussi à convaincre qu'il fallait systématiquement ponctionner, alors que la technique, elle n'est pas compliquée. C'est pas plus difficile de ponctionner une grossesse ectopique que d'aller ponctionner un follicule pour récupérer un ovocyte dans le cadre de la PMA. Vous utilisez quoi d'ailleurs comme cathéter si vous faites une aspiration in situ? On utilise des aiguilles de ponction FIV. Je disais 17 gauges de diamètre. 17 gauges. OK. Et concernant l'information préopératoire aux patientes en cas de célioscopie, du coup, pour prise en charge chirurgicale, vous avez l'habitude de la formuler comment? D'abord, on leur explique pourquoi il faut les opérer. Donc, par option avec le traitement médical, parce que malgré tout, beaucoup de patientes qui viennent parfois avec le diagnostic de GEU parce qu'elles ont fait une écho en ville, donc elles se sont pour certaines informées sur Internet quels étaient les traitements. Donc, lorsqu'il y a une indication opératoire, on va leur dire pourquoi. Et puis ensuite, comme toute célioscopie, on va leur dire, est-ce que c'est une célioscopie? Puis on va leur dire qu'on va profiter de la célioscopie pour regarder l'état de l'appareil génital, pour savoir comment est la trompe contralatérale, qui est un élément de pronostic ultérieur. Parce que dans les GEU, il faut séparer la GEU révélatrice d'une fertilité, chez une patiente qui n'a jamais eu de difficulté et puis qui, par manque de chance, fait une GEU, ou la GEU qui survient dans un contexte d'infertilité, pas encore très bien exploré ou autre. Donc, on peut dire que la célioscopie, on va en profiter pour faire un bilan complet. Le risque de GEU, c'est en premier le tabac, qui est le premier facteur de risque de GEU, et puis secondairement les antécédents d'infection génitale. Donc, ça va permettre de faire, pour les antécédents d'infection génitale, un bilan des adhérences potentielles vues dans le pelvis pour ces patientes-là. Mais vous ne faites pas de test au bleu, de test de perméabilité tubaire? Non, parce qu'il y a de la caduque, par définition, dans la cavité utérine, et donc on va faussement interpréter ce test au bleu. Très bien. Et du coup, le reste de l'information, donc on leur explique bien l'indication, le bilan de l'appareil génital. Est-ce que vous exposez toutes les complications possibles? Il n'y aura pas de délai médical pour qu'elle réessaye d'être enceinte. Le délai sera un délai psychologique et je pense que c'est très important de voir et revoir ces patientes parce qu'elles vivent ces grossesses extra-utérines comme un traumatisme. Et d'ailleurs, c'est très amusant, c'est que là, avant-hier, les députés ont voté une prise en charge spécifique pour les femmes qui font des fausses couches par rapport à la dépression pour les fausses couches. C'est très dommage qu'il n'ait pas impliqué tous les échecs de grossesse parce que les dépressions, elles sont similaires pour les patientes, voire même parfois plus, pour les patientes qui font des grossesses extra-utérines. Donc, en fait, il faut savoir les voir, les revoir, les écouter, répondre à leurs questions, les mettre dans un circuit d'infertilité si on pense tout compte fait que la GEU est un élément qui va révéler une infertilité, que l'on ait traité cette patiente médicalement ou chirurgicalement.
Donc, ça nécessite vraiment cette prise en charge. Mais à part ça, objectivement, il n'y a pas de délai particulier pour essayer d'être enceinte après. Alors là, comme on parle d'une circulaire récente, je précise juste pour les auditeurs, du coup, parce que l'épisode ne va pas être diffusé tout de suite, qu'on est en juin 2023. Est-ce que vous les informez de toutes les complications possibles? Est-ce que vous sélectionnez celles qui vous paraissent importantes? Comment vous formulez les choses? Partie des chirurgiens qui ne vont pas dire que lorsqu'ils vont faire une cœlioscopie, ils peuvent tuer la patiente. Bien sûr qu'on peut le dire, hein. On peut rentrer dans l'aorte, on peut faire une plaie digestive, une plaie de vessie, etc. Mais à un moment donné, quand on a une grossesse extra-utérine et 1 litre de sang dans le ventre, elles vont surtout risquer de mourir si on laisse l'hémorragie et l'hémopéritoine qui continuent. Donc, à un moment donné, alors là, c'est une discussion qui va très largement au-delà de la GU, mais on ne va pas commencer. Enfin, personnellement, hein, je ne fais pas forcément signer de papier et je ne fais pas forcément l'information totale de toutes les complications possibles. Je pense qu'il faut faire la part des choses dans l'information qu'on fait lorsqu'on fait une cœlioscopie, entre la cœlioscopie faite en urgence sur une indication où tout compte fait, on n'a pas le choix, contrairement à une intervention programmée quelle qu'elle soit, où la cœlioscopie peut être l'indication, où là, bien évidemment, le type d'information qu'on va donner par rapport au risque peut être différent et en tout cas interprété de manière différente par rapport à la patiente qui peut dire tout compte fait, j'ai pas envie d'être opéré ou en tout cas d'être opéré de cette façon. Oui, c'est une bonne idée de sélectionner en fonction de l'indication et surtout du degré d'urgence, l'exhaustivité de l'information qu'on décide de formuler. Et concernant la fertilité ultérieure, si elle vous demande en cas de salpingotomie ou de salpingectomie, vous leur annoncez quel taux? Comme on a les données, on sait que le taux de récidive, il est le même, et le taux de grossesse, il est exactement le même. Qu'on ait fait une salpingectomie ou un traitement conservateur, il y a à peu près 2/3 de femmes qui, dans les 2 ans, accoucheront d'enfants normaux qui vont bien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'informations et c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter sur ce sujet? La grossesse extra-utérine, c'est fréquent, il ne faut surtout pas la banaliser et il faut y penser dès qu'une patiente consulte pour des métrorragies, même si l'échographie vaginale, bien sûr, qui doit être appris parce qu'il y a toute une systématisation de l'examen, mais les patientes qui fument un paquet par jour ou qui ont un antécédent de salpingite, il faudra être encore plus vigilant pour les prendre en charge pour ne pas retarder le diagnostic. La chance de la France, c'est qu'il y a malgré tout peu de décès par an de grossesse extra-utérine, mais il y a encore en moyenne, pas en moyenne, mais fonction, vous savez, il y a un registre de mortalité des grossesses en France. Il y a dans tous les registres entre 3 à 6 patientes qui sont décédées par an de grossesse extra-utérine. Encore maintenant? Et encore maintenant. On me dirait que ce n'est pas beaucoup par rapport à d'autres pays, c'est probablement trop encore. J'aurais cru qu'on n'en avait plus. Très bien. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces informations et pour votre participation. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.